Bienvenue dans la voie d'Aura. Ici, dans ce monde en mouvement, prenons un peu de temps. Un peu de temps pour tendre l'oreille à celles et ceux qui, par leur art, leur présence et leur manière d'être, tracent un chemin de sens. Ces voix qui nous rappellent que l'élégance et la justesse sont encore des repères et qu'elles peuvent, elles aussi, être les nôtres. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de La Voix d'Aura, où j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Madame Anne Debar. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Madame Valentin. Merci Madame Valentin de m'avoir invitée à ce podcast et je suis ravie de participer à cette émission que vous lancez aujourd'hui autour de l'étiquette et du savoir-être. Je vous en prie. Alors, comme vous le savez, les interviews en fait seront basées autour de 5 questions phares avec des réponses évidemment libres et spontanées. Nous essaierons d'avoir un programme d'environ une quinzaine de minutes afin de faire toucher du doigt à nos auditeurs le savoir-vivre et le savoir-être et l'impact qu'ils peuvent avoir dans nos vies personnelles ou professionnelles. Alors, nous allons commencer par le début. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire dans quel environnement professionnel vous évoluez, nous parler un petit peu de votre quotidien? D'accord. Alors, je suis aujourd'hui la fondatrice et la présidente de la société AD Excellence, qui œuvre maintenant depuis plus de 10 ans dans le secteur du conseil, de la formation et du coaching. AD Excellence s'est spécialisée donc sur différentes thématiques qui composent cette excellence dans le service, à savoir les codes d'étiquette, le protocole, les codes du luxe, l'art de la table, l'interculturalité et l'intergénérationnalité. Tous ces secteurs, en fait, toutes ces thématiques sont d'une grande importance parce que les équipes aujourd'hui dans le monde du luxe travaillent en équipe multiculturelle et intergénérationnelle et s'adressent à une clientèle internationale VIP, exigeante et consommatrice de tout ce qui est haut de gamme dans tous les secteurs au niveau international. Donc, depuis maintenant à peu près 10 ans, 11 ans, nous nous adressons à 4 secteurs d'activité pour ces formations. Le premier secteur étant l'univers professionnel du luxe, à savoir l'hôtellerie de prestige, la gastronomie, le retail, l'aviation privée et la gastronomie. Nous nous adressons à des établissements haut de gamme de niveau 5 étoiles ou palace qui veulent et qui se doivent bien sûr de garder le standing qu'ils ont aujourd'hui à travers la qualité du service de leur personnel. Nous avons formé beaucoup de palaces parisiens, également à Monaco et aussi au niveau international. Le retail a suivi parce que les grandes maisons de retail, tels des grands groupes que nous connaissons tous dans le monde, reçoivent la même clientèle que ceux qui fréquentent les établissements de prestige et puis se doivent aussi d'offrir une qualité de service en cohérence avec les attentes de cette clientèle. Ça, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est celui des maisons privées détenues par des familles UHNWI, donc des grandes maisons qui elles-mêmes embauchent du personnel privé tel que des majordomes, des assistants personnels, des gouvernantes, des chauffeurs et des nannies. Là aussi, il s'agit en fait d'un cadre assez semblable à celui de l'hôtellerie de prestige où le personnel doit également offrir à ses convives le niveau de prestation de service requis et cohérent avec le niveau. Est-ce que vous pourriez nous donner la définition du sigle UHT? Oui. Oh là, alors, j'ai du mal à le prononcer. Parce que nous parlons effectivement de familles UHNWI, ce sont des Ultra High Net Worth Individuals, c'est-à-dire ce sont des grandes fortunes qui ont leur maison privée avec leur propre personnel. Mm-hmm. Troisième secteur dans lequel nous intervenons aussi, c'est le secteur institutionnel, c'est-à-dire ministère, gouvernance d'État, royauté. Donc des personnes qui, par exemple, de grandes familles royales du Moyen-Orient souhaitent investir dans leur propre pays dans le secteur de l'hospitalité et qui se calent en fait sur la qualité de service de ce qui est proposé en France, à Monaco, en Italie et en Suisse.
Ce sont des secteurs d'activité qui ont également besoin d'avoir un personnel formé de haut niveau et qui s'adresse à nous. Et le dernier secteur, c'est celui des écoles d'hôtellerie, mais aussi de commerce et de marketing en luxe, qui forment des étudiants au niveau bachelor, MBA ou Master of Science, et qui ensuite intègrent des grandes maisons sous forme de manager ou sous forme de directeur. Là, nous avons à peu près 500 étudiants par an que nous formons entre Paris et Monaco et aussi au niveau de l'école hôtelière en Espagne. Ça fait beaucoup de secteurs d'activité assez larges finalement. On pourrait penser que le savoir-vivre et le savoir-être sont un petit peu désuets et finalement vous intervenez dans de nombreux secteurs de nos vies, que ce soit le secteur hôtelier, le secteur particulier, même s'il s'agit effectivement de grandes familles. Je ne suis pas sans savoir que vous formez également les particuliers qui ne sont pas de grandes familles. Alors, ma deuxième question, c'est, j'aimerais savoir selon vous ce que c'est, qu'est-ce que le savoir-être aujourd'hui? Il s'agit de compétences comportementales, appelées également des soft skills, qui sont aujourd'hui absolument indispensables dans l'univers du luxe. Vous avez bien compris que c'est essentiellement dans ce secteur-là que cela m'est demandé. Aujourd'hui, la société en général ne se préoccupe pas forcément de l'acquisition des codes de savoir-être, mais dès lors que c'est lié au secteur professionnel, face à des attentes importantes d'une clientèle, ça a du sens. Donc, avoir du savoir-être aujourd'hui, c'est tout simplement correspondre aux compétences comportementales nécessaires dans certains secteurs, notamment l'hôtellerie de prestige, la haute gastronomie, mais aussi l'aviation privée qui a pris une énorme part de marché depuis le Covid, et ainsi que le yachting. Donc finalement, il y a quand même des secteurs, certains secteurs professionnels ou personnels qui demandent ces compétences-là à leur personnel, qui donnent de l'importance au savoir-être et au savoir-vivre au quotidien. Alors déjà, ils donnent l'importance à tout ça, mais n'oublions pas que ces secteurs sont aussi soumis au respect de certains standards. Je prends à titre d'exemple des grands établissements hôteliers qui sont soumis au standard Forbes ou bien au standard LQA, et où là aussi vous retrouvez des standards à respecter de la rubrique intelligence émotionnelle et services. Dès lors qu'on parle d'intelligence émotionnelle et de services, le savoir-être est proche et étroitement lié à tous ces codes. Donc oui, ça a du sens. Aujourd'hui, on ne peut pas offrir dans le haut de gamme un personnel qui n'est pas sensible lui-même à tout ce savoir-être, et les recruteurs se doivent justement d'être vigilants lors du recrutement, de peut-être même mettre l'accent en tout premier lieu sur cette compétence-là avant de recruter. Donc finalement, l'émotionnel, le ressenti, le vécu sont fondamentales et cette intelligence émotionnelle peut s'apprendre, peut s'acquérir de façon à répondre à certaines attentes. Il y a encore des critères attendus dans le monde dans lequel on évolue. Bien sûr, tout peut s'apprendre, mais enfin, il faut être réaliste aussi. Je veux dire, tout le monde n'est pas soit manuel ou bien sensible. Donc, je pense qu'il faut déjà des prérequis indispensables pour avoir la bonne base. Si à la base la personne n'est pas sensible et puis elle-même réceptive de tout ce que la clientèle demande et souhaite avoir à ce niveau-là, l'essentiel c'est d'offrir une qualité de service en cohérence avec le produit ou le service offert. Par rapport à toutes ces expériences et ce que vous nous partagez aujourd'hui, est-ce que vous auriez un petit souvenir marquant, une anecdote d'élégance comportementale que vous pourriez partager avec nous parce qu'elle aurait été déterminante dans votre parcours personnel? Déjà, si je commence par les enfants, parce que j'en ai pas tout parlé tout à l'heure, nous formons aussi des enfants. C'est intéressant de voir que les enfants sont extrêmement fiers d'apprendre le savoir-être parce qu'ils se considèrent comme des petits adultes et ils sont très contents de rapporter tout cet apprentissage à leurs parents. J'ai pu observer à plusieurs reprises
l'acceptation en stage de troisième, vous savez, les stages d'observation que les enfants font en troisième, j'ai pu observer que certains ont été recrutés grâce au certificat de bonne manière qu'ils ont pu obtenir à travers la formation, donc je trouve que c'est assez mignon. Ensuite, je dirais que dans le milieu professionnel, ce qui était marquant, c'est de voir des réussites professionnelles telles que le passage de 1 étoile à 2 étoiles Michelin ou bien de 2 à 3 étoiles Michelin grâce aussi à la formation du personnel. Et puis peut-être pour le côté un peu anecdotique, je citerai des femmes qui viennent à titre personnel, oui, qui sont pas forcément du même milieu social que leur futur époux et qui viennent se former pour acquérir les codes d'étiquette et de savoir-vivre indispensables pour ensuite se mouvoir dans le beau monde, si je peux dire ça comme ça. Ça me fait sourire parce que ça, tout de suite, on visualise, alors pour ma génération en tout cas, Lady Di, qui avait été se former, et ensuite la princesse Kate, qui a été se former également. Donc finalement, même en évoluant dans des milieux dits privilégiés où on pourrait penser qu'elles ont déjà reçu ces savoirs, on se rend compte qu'il y a ce besoin d'acquérir des compétences comportementales en fonction des milieux dans lesquels on évolue et les attentes. Sans oublier la partie interculturelle, car beaucoup de personnes viennent aussi se former à l'étiquette française ou à l'étiquette générale, enfin à l'étiquette tout court, hein, pour des raisons d'intégration professionnelle et sociale. Je pense notamment à ceux qui viennent de l'étranger et qui doivent assurer des fonctions professionnelles en France et qui n'ont pas les codes. Parler la langue, c'est pas tout, hein. Avoir les codes, ça permet de ne pas commettre de faux pas. Il y a également des investisseurs qui souhaitent investir massivement en France et qui n'ont pas non plus les codes d'intégration sociale ou culturelle pour se sentir à l'aise eux-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est aussi avant tout pour les étrangers un outil d'intégration culturelle et sociale. Oui, c'est très important. J'ai pu avoir ce type d'interaction effectivement avec des étrangers de la Caraïbe anglophones et ils sont assez friands de la culture française, c'est vrai. Et d'une manière générale, l'apprentissage de la culture et des codes, c'est un petit peu le pendant de l'apprentissage des langues parce que nous avons des cultures différentes et pour se comprendre, et oui, effectivement, d'incompréhension, le fait de savoir comment se comportent les autres, comment lire les autres et comment on va être lu. Ça, c'est l'un de mes moteurs chez Aura, c'est de créer du lien par le sens. Et chaque geste, chaque comportement va être lu. Et comme vous parlez si bien d'intégration, c'est la base de notre travail finalement. Tout à fait. Et je rajouterai à tout cela aussi l'intergénérationnalité dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui les codes ont beaucoup changé au niveau de la jeunesse, y compris les attentes d'ailleurs du service dans l'univers du luxe, puisqu'on passe à un luxe beaucoup plus décomplexé aujourd'hui. On l'appelle aujourd'hui luxe décomplexé, décontracté, luxury friendship, comme d'ailleurs je l'ai écrit récemment dans un article. Et tout cela, ce sont des choses à considérer pour évoluer dans la transmission de l'étiquette qui n'est plus vue, vécue et souhaitée à l'ancienne, trop rigide comme elle a pu l'être. Donc il faut aussi s'adapter et s'accorder avec l'évolution de notre monde. Oui, j'explique ça aussi régulièrement parce que quand les gens me parlent de l'étiquette du temps de la royauté, de Louis XIV, je leur dis aussi que les codes sociaux évoluent et l'étiquette avec. Maintenant, notre étiquette aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous nous accordons globalement. Finalement, les standards hôteliers, c'est un peu ça. C'est un accord que nous avons dans ce qui est attendu aujourd'hui, dans les années 2000, 2020, etc. Et dans 2040, quand ce sera le moment. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous cultivez ou vous transmettez? Vous intervenez dans beaucoup de domaines, mais comment vous transmettez cela? Quelle est votre pédagogie, votre regard finalement sur cette transmission que vous dites modulable?
Alors, comment je la transmets? Déjà, il faut faire la part des choses entre des personnes qui viennent spontanément parce qu'elles ressentent un besoin pour se former et celles qui sont envoyées en formation. C'est pas tout à fait la même approche de la part du public, mais au niveau des méthodes pédagogiques, je crois qu'on ne peut pas comprendre et intégrer de nouveaux savoirs sans passer soi-même par l'expérience de, de la situation elle-même. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, former du personnel à bien servir une clientèle de palace ou de 5 étoiles, si le personnel lui-même n'est pas en situation pour mesurer l'impact et l'importance de tous ces codes qui vont entourer la personne, ça ne sert strictement à rien parce que on est soi-même le meilleur juge. Donc je pense que c'est le début, c'est mettre les personnes en situation et voir et déterminer ce qu'ils voient, comment ils perçoivent les choses. Et c'est qu'à partir de là qu'on peut leur faire toucher du doigt les besoins et puis surtout aussi leur soumettre les obligations à respecter, puisqu'aujourd'hui beaucoup de choses sont normées, codées, standardisées dans le secteur du luxe. Donc il faut qu'il y ait de la cohérence entre ce qu'on peut ressentir, tout ce qui est encore un peu flou au niveau du ressenti, et les cases à remplir pour respecter et coller aux exigences du marché. Pour répondre à votre question, comment je transmets cela? Par la formation, vous l'avez bien compris. La formation se doit d'être et théorique, mais aussi beaucoup ludique et pratique. Et je pense que les étudiants se rendent compte, quand je parle des étudiants, enfin le public en général se rend compte de l'importance de ce cadre de savoir-être, parce qu'il est comparable à un tableau que vous affichez au mur sans cadre, et dès lors qu'il a son cadre, il a une autre tenue, une autre forme, et puis il attire l'œil autrement. Il est fini. Voilà. Je pense qu'on travaille essentiellement sur la finition. D'ailleurs, je leur dis toujours que ce ne sont que des détails sur lesquels nous travaillons, sauf que détail plus détail font la perfection, n'est-ce pas? Je suis d'accord. J'évolue dans différents milieux et effectivement dans le milieu professionnel, ce sont des gens, comme vous dites, qui ont été confrontés, qui ont vécu certaines situations difficiles et ont réalisé qu'ils n'avaient pas forcément les codes. Donc, pas forcément dans le milieu du luxe ou de l'hôtellerie, restauration, mais dans le milieu, par exemple, de l'industrie ou de la grande entreprise. Et ce que vous dites est vraiment pertinent, car lorsque l'on sent, lorsqu'on touche du doigt et qu'on peut mettre en place, j'ai quelques anecdotes, on peut mettre en place les acquis, tout de suite, on voit la différence. On voit l'impact sur soi et sur les autres et la fluidité que ça peut, au-delà du cadre que cela met, la fluidité des échanges à l'intérieur du fameux tableau dont vous parlez. Et ça, c'est vraiment un de mes plaisirs, un de mes sourires lorsque j'ai des retours par rapport à ça, quand les gens me disent effectivement, ça m'a servi. Effectivement, ça a un impact dans ma vie de tous les jours, dans mes interactions. Donc, non, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant et pratico-pratique, je trouve. Tout à fait. Des fois, en apportant peu de choses, on apporte énormément, ou on a ouvert des portes. C'est ça, c'est ce que je leur dis. C'est le saupoudrage, en fait. La petite étincelle, la petite chose qui manquait pour que tout s'emboîte correctement. Donc, vers leur objectif. Alors, Madame Debar, est-ce que vous auriez, après cette intervention vraiment pleine d'énergie et de bon sens, une valeur, une phrase clé que vous aimeriez partager avec nos auditeurs de la Voix d'Aura? Je pense que vous la connaissez très bien puisque c'est celle avec laquelle je démarre et je termine mes formations. C'est une magnifique citation de Léonard de Vinci que je cite à chaque fois que je m'adresse à tout public et qui dit « Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail ». Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'excellence dans le service ou lorsqu'on parle d'étiquette, de protocole, de savoir-vivre, il ne s'agit que de petits détails qui, accrochés les uns aux autres, forment le patchwork de l'excellence. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'excellence service aujourd'hui, on ne peut pas dissocier l'excellence service de tous ces détails qui, eux, vont former cette excellence. Donc je dirais que c'est la phrase clé qui démarre, qui initie et qui clôture les formations que j'anime. Merci beaucoup Madame Debar pour cette intervention. Ce partage très riche. Chers auditeurs,
J'espère que ce premier épisode vous aura éclairé sur donc cette excellence du service au niveau hôtelier, au niveau gastronomique, au niveau protocolaire, que vous aurez touché du doigt l'importance du fameux détail qui fera la différence. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Madame Valentin. Merci beaucoup. Au revoir. Vous venez d'écouter La Voix d'Aura, une parenthèse, un souffle d'inspiration. Que ces voix continuent d'éclairer vos pas là où vous êtes et vous invitent peut-être à faire de votre quotidien un véritable art de vivre.